Recroquevillée sur le béton froid, une petite mendiante serrait un morceau de pain rassis entre ses doigts tremblants. « Monsieur, j'ai faim, mon ventre me fait mal », murmura-t-elle alors que le passant en costume passait devant elle. Il s'arrêta, croisa le regard de la fillette, et, à cet instant, son existence bascula à jamais. La vie d'Alexandre Moreau s'écoulait avec la précision d'une horloge suisse. À 32 ans, il avait bâti un empire immobilier à Paris, le plaçant parmi les hommes d'affaires les plus prospères de France. Son appartement terrasse dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Seine, faisait l'envie de beaucoup, mais aussi un rappel silencieux de sa solitude. Cette nuit de juillet, l'hiver parisien montrait son visage le plus cruel. Une bruine glaciale tombait sur la ville, tandis qu'Alexandre rentrait d'un dîner d'affaires. Le chauffeur roulait lentement dans les rues mouillées lorsque, s'arrêtant à un feu rouge près de la gare du Nord, Alexandre vit quelque chose qui lui fit froncer les sourcils. Une fillette qui n'aurait pas plus de 8 ans était recroquevillée sous un auvent usé. Elle portait une veste trop grande pour son petit corps et serrait protectricement ce qui semblait être un paquet enveloppé dans des couvertures. « Arrête !» ordonna Alexandre à son chauffeur, sans comprendre vraiment pourquoi il le faisait. Il baissa la vitre, sentant le froid lui frapper le visage. « Ça va ?» demanda-t-il, sachant l'absurdité de la question. La fillette leva les yeux, révélant des yeux sombres et profonds qui semblaient contenir toute la tristesse du monde. Un instant, Alexandre pensa qu'elle allait s'enfuir. Mais au lieu de cela, elle parla d'une voix étonnamment claire. « Ma sœur a faim », dit-elle simplement en désignant le paquet dans ses bras. Elle n'a pas mangé depuis hier. Quelque chose dans la dignité de cette fillette, dans la manière dont elle ne demandait pas, mais exposait simplement un fait, remua quelque chose de profond chez Alexandre. Sans y penser à deux fois, il ouvrit la portière de la voiture. « Montez », dit-il. « Je vais vous acheter à manger. » La méfiance brilla dans les yeux de la fillette. « Je ne vais nulle part sans Léa », répondit-elle, serrant plus fort le paquet contre sa poitrine. « Bien sûr », acquiesça Alexandre. « Toutes les deux. Il y a un restaurant à 2 rues. Nous pouvons y aller à pied si tu préfères. » La fillette l'étudia un instant, évaluant le danger. Finalement, le besoin l'emporta sur la peur. « Je m'appelle Manon », dit-elle en se levant avec difficulté, révélant que le paquet était effectivement une enfant plus petite, être de 4 ans, au visage pâle et aux lèvres gercées. Au restaurant, un établissement familial qui était heureusement encore ouvert, Manon mangea avec un mélange de désespoir et de maîtrise de soi qu'Alexandre trouva déchirant. Elle aida d'abord sa petite sœur à manger, soufflant sur la soupe chaude avant de l'approcher de ses lèvres, s'assurant que chaque bouchée était appropriée. « Où sont vos parents ?» demanda Alexandre finalement, quand les fillettes eurent apaisé leur faim la plus urgente. Manon baissa les yeux. « Maman est morte il y a 3 mois. La tuberculose, ont dit les médecins à l'hôpital. Et ton père ?» Un haussement d'épaule. « Nous ne l'avons jamais connu. Vous n'avez pas d'autres membres de votre famille? Quelqu'un qui pourrait s'occuper de vous? Nous avons une tante à Lyon, mais elle ne répond pas à nos appels. Le propriétaire nous a expulsés de la chambre où nous vivions quand nous n'avons plus pu payer. » Alexandre sentit un mélange de rage et d'impuissance. Comment était-il possible que 2 fillettes soient seules dans les rues d'une ville comme Paris? Où étaient les services sociaux? « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue ?» demanda-t-il, craignant la réponse. « 42 jours, répondit Manon avec une précision mathématique. « Mais j'ai trouvé du travail en nettoyant dans un marché. Il nous donne les invendus à la fin de la journée et parfois nous laisse dormir dans l'entrepôt. » Le naturel avec lequel elle parlait de sa situation était le plus perturbant, comme s'il était normal qu'une fillette de 8 ans doive trouver du travail et un abri pour elle et sa sœur. « Quel âge as-tu, Manon ?»« J'aurai 9 ans en octobre, » répondit-elle avec une fierté qui serra encore plus le cœur d'Alexandre. 9 ans. À cet âge, il s'inquiétait de ses jeux vidéo et de convaincre ses parents de lui acheter le vélo le plus cher du marché. « Et Léa, 4 ans et demi, » répondit Manon, caressant les cheveux emmêlés de sa sœur qui, l'estomac maintenant plein, commençait à somnoler. « Elle est très intelligente. Elle sait déjà compter jusqu'à 20. » Alexandre observa les fillettes tandis qu'elles finissaient de manger. Manon, avec son visage sérieux et ses mouvements calculés, comme une adulte piégée dans le corps d'une enfant. Léa, petite et fragile, mais avec une étincelle de vie dans les yeux que même l'adversité n'avait pas réussi à éteindre. Une décision commença à se former dans son esprit. Il ne pouvait pas simplement leur donner de l'argent et les laisser retourner dans la rue. Il ne pouvait pas faire semblant de ne pas les avoir vus, de ne pas connaître leur histoire. « Manon, » dit-il finalement, « me ferais-tu confiance pour vous aider? J'ai une grande maison avec des chambres vides. Vous pourriez y rester le temps que nous trouvions une solution plus permanente. » La méfiance brilla dans les yeux de la fillette. « Pourquoi voudriez-vous nous aider? Vous ne nous connaissez même pas. » Une question juste. Pourquoi? En effet, Alexandre lui-même n'était pas sûr, peut-être parce que dans ses yeux sombres, il voyait une détermination qui lui rappelait la sienne. Ou peut-être parce que pour la première fois depuis des années,
Il sentait que quelque chose de vraiment important dépendait de lui. « Parce que personne ne devrait traverser ce que vous endurez », répondit-il simplement. « Et parce que je peux aider. » Manon regarda sa sœur qui dormait maintenant la tête posée sur la table. Puis elle regarda de nouveau Alexandre, l'évaluant avec une intensité inhabituelle pour son âge. « Votre maison a-t-elle le chauffage ?» demanda-t-elle finalement. Alexandre sourit, ressentant un soulagement inexplicable. « Oui, et de l'eau chaude pour prendre un bain. Léa a besoin de voir un médecin. Elle tousse depuis des semaines. Je m'en occuperai dès demain matin, promit-il. » Manon acquiesça lentement. « D'accord, mais si vous essayez de nous faire du mal, j'ai ceci. » Elle sortit un petit couteau de poche de la poche de sa veste. « Et je sais l'utiliser. » Alexandre leva les mains en signe de paix. « Tu n'auras pas à l'utiliser, Manon. Je te donne ma parole. » Le trajet jusqu'à l'appartement terrasse se déroula en silence. Léa dormait profondément dans les bras de sa sœur tandis que Manon regardait par la fenêtre avec de grands yeux, observant comment les quartiers devenaient plus luxueux à mesure qu'ils avançaient vers le 16e arrondissement. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, le gardien ne put cacher sa surprise en voyant Alexandre Moreau, toujours impeccable et solitaire, accompagné de 2 fillettes visiblement pauvres et mal habillées. « Bonsoir, monsieur Moreau », salua-t-il avec professionnalisme, bien que ses yeux trahissent sa curiosité. « Bonsoir, Serge. Voici Manon et Léa. Ce sont mes invités. » Dans l'ascenseur, Manon resta sur ses gardes, comme si elle s'attendait à ce que la situation prenne à tout moment un tournant sinistre. Alexandre respecta son silence, comprenant que la confiance serait quelque chose qu'il devrait gagner avec le temps. L'appartement terrasse occupait tout le dernier étage de l'immeuble. En entrant, Manon retint son souffle. Elle n'avait jamais vu autant d'espace, autant de luxe. Des baies vitrées du sol au plafond révélaient une vue panoramique de la ville illuminée et du fleuve sombre au-delà. « Je vais vous montrer vos chambres », dit Alexandre en les guidant dans un couloir. « Vous pouvez utiliser celle-ci. Elle a une salle de bain privée. » Il ouvrit la porte d'une chambre d'amis qu'il utilisait rarement. Elle était spacieuse, avec un lit queen size et une décoration minimaliste dans des tons bleus. « On dormira toutes les deux ici ?» demanda Manon, tenant toujours sa sœur endormie. « Si vous préférez, ou Léa peut utiliser la chambre d'à côté, comme vous vous sentirez le plus à l'aise. » Manon secoua la tête. « Je préfère que nous soyons ensemble. »« Bien sûr. » Alexandre désigna une porte. « La salle de bain est là. Il y a des serviettes propres et... » Il s'arrêta, réalisant un problème pratique. « Je n'ai pas de vêtements qui puissent vous aller. Demain, nous achèterons quelque chose, mais pour cette nuit, ça ira, » l'interrompit Manon. « Nous avons dormi avec les mêmes vêtements pendant des semaines. » La déclaration, faite sans apitoiement, frappa Alexandre comme un coup de poing. « Au moins, laisse-moi te prêter un t-shirt pour que vous dormiez plus confortablement. » Il revint avec 2 t-shirts, un pour chacune. Ils étaient énormes pour leur petit corps, mais serviraient de chemise de nuit improvisée. « La salle de bain a de l'eau chaude, » expliqua-t-il. « Vous pouvez utiliser tous les produits que vous y trouverez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est au bout du couloir. » Manon acquiesça, toujours méfiante, mais visiblement épuisée. « Merci, » dit-elle simplement. Alexandre se retira, refermant la porte derrière lui. Il resta un instant là, à écouter. Il entendit le doux murmure de Manon réveillant sa sœur, lui expliquant où elles étaient. Puis le bruit de l'eau qui coule dans la douche. Il se dirigea vers son bureau et se servit un whisky dont il avait un besoin urgent. Dans quoi s'était-il fourré? Il avait ramassé 2 fillettes dans la rue, les avait ramenées chez lui et maintenant, quoi? Il n'avait aucune expérience avec les enfants. Sa vie était structurée autour de réunions, de contrats et de dîners d'affaires. Il n'y avait pas de place pour le chaos que 2 petites apporteraient inévitablement. Et pourtant, en regardant par la fenêtre la ville qu'il avait professionnellement conquise, Alexandre sentit que pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose qui comptait vraiment. Son téléphone vibra. C'était un message de Thibaut, son avocat et ami le plus proche. Comment s'est passé le dîner avec les investisseurs brésiliens? Alexandre regarda l'heure. Presque minuit. Le dîner d'affaires semblait avoir eu lieu dans une autre vie. « Bien », répondit-il sèchement. Puis, après un moment d'hésitation, il ajouta « J'ai besoin de te voir demain. C'est urgent. » La réponse arriva immédiatement. « Problème ?» Alexandre sourit légèrement. « Non, pas exactement. Je t'expliquerai demain. » Il posa son téléphone et retourna silencieusement vers la chambre des fillettes. La porte était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil attentif. Manon et Léa étaient recroquevillées dans l'immense lit, perdues sous les draps blancs, toutes 2 propres, les cheveux encore humides, vêtues de leurs t-shirts qui ressemblaient à des tentes. Manon avait un bras protecteur autour de sa sœur, même dans son sommeil. Mais ce qui frappa le plus Alexandre fut l'expression de leur visage. Pour la première fois depuis qu'il les avait trouvées, elles semblaient vraiment des enfants. Le froncement de sourcils de Manon s'était détendu. La pâleur maladive de Léa semblait moins prononcée.
Elle dormait profondément avec la sécurité qui ne vient que de se sentir en sûreté. Faisant attention de ne pas les réveiller, Alexandre referma la porte. Il se dirigea vers sa propre chambre, sachant que le sommeil mettrait du temps à venir. Son esprit bouillonnait de questions, de doutes et de plans naissants. Il ne savait pas ce qu'il ferait demain, ni après-demain, ni la semaine suivante. Il ne savait pas comment ces fillettes s'intégreraient dans sa vie soigneusement ordonnée. Il ne savait pas s'il commettait la plus grande erreur de sa vie ou s'il entamait l'aventure la plus significative. La seule chose qu'il savait avec certitude, c'est qu'il ne pouvait pas les laisser retourner dans la rue, que quelque chose dans la dignité de Manon et la vulnérabilité de Léa avait touché une partie de son âme qu'il croyait endormie pour toujours. Et avec cette pensée, Alexandre Moreau, l'homme qui avait tout et à la fois rien, s'endormit sans savoir qu'il venait de faire le premier pas sur un chemin qui changerait sa vie pour toujours. Alexandre se réveilla en sursaut avec la lumière de l'aube. Pendant un instant, les événements de la nuit précédente lui parurent un rêve étrange, mais en se levant et en se dirigeant vers la cuisine, il trouva Manon debout sur un tabouret, essayant d'atteindre les verres sur une étagère haute. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. La fillette se retourna rapidement, perdant presque l'équilibre. « Bonjour », répondit-elle avec formalité. « Léa a soif, je ne voulais pas déranger. »« Tu ne déranges pas », assura Alexandre en s'approchant pour prendre un verre. « En fait, tant que vous êtes ici, considérez que c'est aussi votre maison. » Manon prit le verre avec un geste de remerciement contenu. Elle a du lait. Léa aime le lait au petit déjeuner. Alexandre ouvrit le réfrigérateur, révélant un intérieur presque vide. Il vivait pratiquement de livraison de repas et de déjeuner d'affaires au restaurant. « J'ai du café et du jus d'orange », proposa-t-il, se sentant inexplicablement gêné. « Le jus, c'est bien », répondit Manon pragmatiquement. « Je peux l'apporter à Léa. Elle dort encore, mais elle va bientôt se réveiller. »« Bien sûr. Et après, nous pourrons aller prendre le petit déjeuner dehors et ensuite faire du shopping. Vous avez besoin de vêtements et d'autres choses. » Manon le regarda avec cette expression évaluatrice qui semblait pénétrer directement son âme. « Combien de temps allons-nous rester ici ?» La question directe prit Alexandre par surprise. C'était la même qu'il s'était posée toute la nuit. « Pour l'instant, ne t'inquiète pas pour ça », répondit-il en évitant le sujet. « L'important est que Léa voie un médecin aujourd'hui, comme promis. » Manon acquiesça, apparemment satisfaite de la réponse pour le moment. Elle prit le verre de jus et se dirigea vers la chambre. Pendant qu'il préparait du café, Alexandre appela Thibault. Son ami et avocat était la seule personne en qui il avait pleinement confiance pour cette situation. « Tu sais quelle heure il est ?»« grogna Thibault en répondant. « J'ai besoin que tu viennes à mon appartement. » Maintenant, il y eut un silence. « Tu as des problèmes ? Je t'expliquerai quand tu arriveras. » 1 heure plus tard, Thibault Dubois observait avec incrédulité les 2 fillettes qui déjeunaient de tartines et d'œufs brouillés qu'Alexandre avait improvisés avec le peu qu'il avait dans le placard. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris », murmura-t-il tandis que les 2 hommes discutaient sur le balcon, hors de portée des oreilles des petites. « Tu les as trouvés hier soir dans la rue et tu les as simplement ramenés chez toi sans appeler les autorités, sans vérifier leur histoire. Tu es devenu fou ?» Alexandre passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa nervosité. « Je devais faire quelque chose, Thibault. Elles étaient seules, affamées, dormant à la belle étoile. Il existe des procédures pour ces cas, Alex, les services sociaux, les foyers temporaires, les mêmes services sociaux qui ont permis à 2 fillettes de vivre dans la rue pendant plus d'1 mois, répliqua Alexandre avec amertume. Je ne vais pas les confier à un système qui les a déjà laissés tomber. Thibault étudia son ami avec curiosité. En 15 ans de connaissance, il ne l'avait jamais vu aussi affecté par quelque chose. Alexandre Moreau était connu pour sa froideur en affaires, pour sa capacité à prendre des décisions difficiles sans ciller. Le voir ainsi, ému par la situation de 2 fillettes inconnues, était déconcertant. « Qu'est-ce que tu comptes faire alors ? Les adopter ?» demanda-t-il à moitié en plaisantant. L'expression d'Alexandre changea subtilement. « Je ne sais pas, mais je veux vraiment les aider, pas seulement leur donner de l'argent et oublier l'affaire. » Thibault soupira, reconnaissant ce regard obstiné que son ami arborait quand il prenait une décision irrévocable. « Bon, si tu es sérieux là, dessus, nous devons faire les choses correctement. D'abord, il faut vérifier leur histoire, puis contacter les services sociaux, mais de manière à ce que nous ayons le contrôle du processus. Peux-tu t'en charger discrètement ? Tu sais que oui, mais j'ai besoin d'informations. Nom de famille, ancienne adresse, nom de la mère, toutes les données qu'elles peuvent te donner. » Alexandre acquiesça. « Je le demanderai à Manon, elle est incroyablement mature pour son âge. En attendant, continua Thibault, nous devrions leur faire passer un bilan de santé complet, surtout à la plus petite, et des vêtements, des articles d'hygiène, tout le nécessaire de base. J'avais l'intention de les emmener faire du shopping aujourd'hui même. » Thibault sourit ironiquement. « Toi,
l'homme qui achète tous ses vêtements en ligne pour ne pas mettre un pied dans un centre commercial. Ça, il faut que je le voie. Quand ils retournèrent dans le salon, ils trouvèrent Manon lavant méticuleusement la vaisselle du petit déjeuner, tandis que Léa, assise sur une chaise haute, l'observait avec adoration. « Tu n'as pas à faire ça, Manon, » dit Alexandre, surpris. « Nous nettoyons toujours là où nous restons, » répondit la fillette avec naturel. « C'est la bonne chose à faire. » Quelque chose dans cette phrase, dans la dignité avec laquelle elle fut prononcée, émut profondément les deux hommes. « Manon, Léa, c'est mon ami Thibault, » présenta Alexandre. « C'est un avocat, et il va nous aider avec votre situation. » Manon regarda Thibault avec prudence, l'évaluant comme elle l'avait fait avec Alexandre la nuit précédente. « Il va nous envoyer à un foyer d'accueil ? » « Non, si nous pouvons l'éviter, » répondit Thibault avec honnêteté. « Mais nous avons besoin d'en savoir plus sur vous pour pouvoir vous aider correctement. » La matinée se déroula entre conversations délicates, où Manon, avec une précision surprenante, relata la maladie de sa mère, Marie Dubois, l'absence d'un père, l'existence d'une tante maternelle à Lyon qui n'avait jamais montré d'intérêt pour elle, et les détails de leur vie dans un petit appartement d'un quartier populaire en banlieue, jusqu'à ce qu'elle soit expulsée faute de paiement. Thibault prenait des notes discrètement, impressionné par la cohérence du récit. Il n'y avait pas d'incohérence ni d'exagération, seulement des faits narrés avec la franchise brutale de qui a vécu trop en très peu de temps. Pendant ce temps, Léa restait silencieuse, observant tout avec de grands yeux curieux. Elle ne parlait que pour répondre à des questions directes, et toujours en regardant d'abord sa sœur comme pour chercher son approbation. « Bon, » dit finalement Thibault, « avec ça, je peux commencer à enquêter. Je vérifierai le certificat de décès de la mère. Je chercherai la tante et je verrai quelles options légales nous avons. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Alexandre. Quelques jours peut être une semaine pour avoir un tableau complet. Manon, qui avait écouté attentivement, intervint. Nous pouvons rester ici en attendant. Je promets que nous ne dérangerons pas. Je peux aider au nettoyage et m'occuper de Léa. Bien sûr que vous pouvez rester, répondit Alexandre immédiatement. Et vous n'avez pas à gagner votre place ici, Manon. Vous êtes mes invités. La fillette acquiesça, bien qu'il fût évident que le concept de recevoir quelque chose sans rien donner en retour lui était étranger. La visite chez le médecin fut révélatrice. Le pédiatre, un vieil ami de la famille d'Alexandre, examina les fillettes avec soin et professionnalisme. Léa avait une bronchite incipiente qui, heureusement, n'avait pas évolué en pneumonie. Manon, de son côté, montrait des signes de légère dénutrition et d'épuisement. Elles ont besoin d'une alimentation équilibrée, d'un repos adéquat et, dans le cas de Léa, d'un traitement antibiotique, expliqua le docteur en rédigeant les ordonnances. Je recommanderais également des vitamines pour les deux, et il ajouta d'une voix plus basse pour que seul Alexandre entende, un soutien psychologique. Elles ont traversé un traumatisme significatif. Alexandre acquiesça, remerciant la sincérité. Une recommandation ? J'ai une excellente collègue, spécialisée en traumatismes infantiles. Je vous enverrai ses coordonnées. L'expédition shopping s'avéra être une expérience surréaliste. Alexandre, habitué à évoluer dans les cercles les plus exclusifs de Paris, se retrouva dans un centre commercial familial, entouré de familles ordinaires, aidant deux fillettes à choisir des sous-vêtements aux chaussures. Manon se montrait réticente à accepter plus que le strict nécessaire, tandis que Léa, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, montrait l'enthousiasme propre à son âge en voyant une poupée dans la vitrine d'un magasin de jouets. « Tu aimes ?» demanda Alexandre, remarquant comment les yeux de la petite brillaient. Léa acquiesça timidement, mais ce fut Manon qui parla. « C'est très cher. » Alexandre regarda le prix. C'était insignifiant comparé à ce qu'il dépensait pour un dîner d'affaires. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit-il en entrant dans le magasin. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Le sourire de Léa en recevant la poupée fut comme un rayon de soleil traversant des nuages d'orage. Pour la première fois, Alexandre vit la petite fille derrière la façade de peur et de prudence, et quelque chose en lui fondit irrémédiablement. Pour Manon, il choisit un livre. Il avait remarqué comment la fillette observait avec envie la bibliothèque de son bureau. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il alors qu'il parcourait la librairie. « Maman m'a appris » répondit Manon avec un brin de fierté. Elle disait que les livres sont des portes que personne ne peut te fermer. Alexandre sentit un nœud dans la gorge. « Ta maman était une femme sage. Elle me manque beaucoup », confessa Manon dans un murmure, se permettant pour la première fois de montrer de la vulnérabilité. « Je sais », répondit Alexandre, résistant à l'envie de l'embrasser, respectant l'espace dont la fillette avait clairement besoin. « Et c'est normal qu'elle te manque. Ça ne cessera jamais. Mais avec le temps, la douleur devient plus supportable. » Manon le regarda avec curiosité. « Vous avez perdu quelqu'un ? Mes parents, il y a de nombreuses années, dans un accident de voiture. » La fillette acquiesça, comme si cette information complétait un puzzle invisible. « C'est pour ça que vous êtes seul. Ce n'était pas une question.
mais une observation. Et sa précision laissa Alexandre momentanément sans voix. De retour à l'appartement terrasse, la voiture remplie de sacs, Alexandre reçut un appel de Thibault. « J'ai trouvé le certificat de décès de Marie Dubois », informa son ami. Sans préambule, « tuberculose ». Comme l'a dit Manon, j'ai aussi localisé la tante à Lyon, Sophie Dubois, 42 ans, divorcée. Elle travaille comme caissière dans un supermarché. Tu l'as contactée? Pas encore. Je voulais te consulter d'abord. Alexandre regarda dans le rétroviseur. Les fillettes dormaient à l'arrière, épuisées par cette journée intense. Léa serrait sa nouvelle poupée comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. « Fais-le », décida-t-il. « Nous devons savoir si elle est prête à s'occuper d'elle. Et si elle l'est ?» La question de Thibault resta suspendue dans l'air, chargée d'implications. Alexandre ne répondit pas immédiatement. L'idée de se séparer des fillettes, même après les avoir connues moins de 24 heures, lui procurait un sentiment de vide inexplicable. Mais il savait aussi qu'il devait considérer ce qui était le mieux pour elle, pas ce qu'il voulait. Si c'est une bonne personne et qu'elle peut leur offrir un foyer stable, nous devrons considérer cette option, répondit-il finalement. Cette nuit-là, après un dîner improvisé, Alexandre avait demandé à l'aide ménagère qui venait 3 fois par semaine d'acheter des provisions. Les fillettes se préparèrent à dormir dans leur chambre. Elles avaient maintenant leur propre pyjama, brosses à dents. Et Léa insistait pour que sa poupée, baptisée Espérance, ait aussi besoin de se brosser les dents. Alexandre les observa depuis le seuil, émerveillé par la capacité d'adaptation des enfants. En un seul jour, elles étaient passées de la méfiance absolue à une acceptation prudente de leur nouvelle situation. « Tu nous lirais une histoire ?» demanda Léa inopinément, tendant l'un des livres pour enfants qu'elles avaient achetés ce jour-là. La demande prit Alexandre par surprise. Il n'avait jamais lu une histoire à un enfant. « Moi ? Bien sûr, si vous voulez. » Il s'assit maladroitement au bord du lit, ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix, normalement ferme dans les salles de conseil, hésitait légèrement au début, mais à mesure que l'histoire avançait, il trouva un rythme, changeant les voix pour les différents personnages, faisant des pauses dramatiques aux moments opportuns. Quand il eut fini, Léa applaudit enchantée. Même Manon sourit, une expression qui transformait complètement son visage sérieux. « Merci, monsieur Alexandre », dit la petite en se blottissant sous les couvertures. « Vous pouvez m'appeler simplement Alexandre si vous voulez », proposa-t-il, ému par la formalité de la fillette. « Merci, Alexandre », corrigea Léa avec un sourire somnole. Manon, cependant, garda sa distance émotionnelle. « Bonne nuit, monsieur ». Alexandre respecta sa réserve. « Bonne nuit, les filles. Reposez-vous. » Cette nuit-là, tandis qu'il travaillait dans son bureau, relisant des contrats qui lui paraissaient soudain insignifiants, Alexandre réfléchit au tour inattendu que sa vie avait pris. En seulement 24 heures, son appartement terrasse immaculé s'était rempli de petites chaussures, de jouets, de livres pour enfants. Son réfrigérateur, autrefois territoire de bouteilles de vin coûteux et de restes de restaurant, contenait maintenant du lait, des fruits, des légumes. Et le plus surprenant, cela ne le dérangeait pas. Au contraire, il sentait comme si un espace vide en lui, un espace dont il ignorait même l'existence, commençait lentement à se remplir. Son téléphone vibra avec un message de Thibault. « J'ai parlé à la tante. Situation compliquée. Je te raconte demain. » Alexandre fronça les sourcils, intrigué et préoccupé à parts égales. Qu'est-ce que Thibault aurait découvert? La tante serait-elle prête à accueillir les fillettes? Serait-ce le mieux pour elle? Et la question qui l'inquiétait le plus, pourquoi l'idée de les voir partir lui causait-elle tant d'angoisse? Avec ses pensées tourbillonnant dans sa tête, Alexandre finit par s'endormir. Avant d'entrer dans sa chambre, il s'arrêta devant la porte des fillettes. Il l'ouvrit doucement, juste pour s'assurer qu'elles allaient bien. La lumière tamisée d'une lampe de chevet, un autre achat du jour, éclairait la scène. Manon et Léa dormaient profondément, l'aînée avec un bras protecteur sur sa sœur comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent. Toutes deux avaient des expressions de paix absolue, comme si pour la première fois depuis longtemps, elles se sentaient complètement en sécurité. Et c'est alors qu'Alexandre Moreau, l'homme qui avait bâti un empire basé sur des calculs froids et des décisions rationnelles, sentit son cœur prendre une décision que son esprit n'osait pas encore formuler. La matinée suivante apporta une routine qui semblait s'établir avec une surprenante naturalité. Alexandre se réveilla au son de rires enfantins provenant de la cuisine. En s'approchant, il trouva Manon préparant le petit déjeuner avec l'aide enthousiaste, mais maladroite, de Léa, qui tentait d'étaler du beurre sur des tartines avec la concentration d'un chirurgien. « Bonjour » salua-t-il, observant la scène avec un mélange d'étonnement et de chaleur. « Bonjour, Alexandre » s'exclama Léa, levant fièrement une tartine désastreusement tartinée. On fait le petit déjeuner. Manon, plus réservée, acquiesça simplement en guise de reconnaissance. « Nous avons trouvé des œufs et du pain. J'espère que ça ne vous dérange pas que nous ayons utilisé la cuisine. »
Pas du tout, répondit-il en s'approchant pour inspecter leur travail. Mais la prochaine fois, je peux vous aider ou nous pouvons le faire ensemble. L'idée d'un petit déjeuner préparé en commun semblait si domestique, si étrangère à son style de vie habituel, que pendant un instant, Alexandre se sentit comme un acteur dans une pièce pour laquelle il n'avait pas répété et qui, pourtant, s'avérait étrangement réconfortante. Pendant qu'il déjeunait, Alexandre reçut un message de Thibaut annonçant son arrivée imminente. Il décida de préparer les fillettes. « Aujourd'hui, Thibaut viendra encore », commenta-t-il avec désinvolture. « Il a des informations sur votre tante. » Manon cessa immédiatement de manger, son visage adoptant cette expression sérieuse qui la faisait paraître beaucoup plus âgée. « Il va nous envoyer chez elle ? Il ne s'agit pas de vous envoyer quelque part, Manon, répondit Alexandre avec douceur. Il s'agit de trouver la meilleure solution pour vous. La meilleure solution, c'est de rester ici, intervint Léa avec la logique simple des petits-enfants. J'aime cet endroit et je vous aime bien. Alexandre sentit un nœud dans la gorge. Moi aussi, j'aime vous avoir ici, confessa-t-il. Mais il y a beaucoup de choses à considérer. Quand Thibaut arriva, les fillettes furent envoyées jouer dans leur chambre pendant que les adultes conversaient dans le bureau. L'avocat semblait préoccupé. La situation est compliquée, commença-t-il, acceptant le café qu'Alexandre lui offrait. Sophie Dubois, la tante, n'est pas en mesure de s'occuper des fillettes. Elle a des problèmes d'alcoolisme. Elle vit dans un petit appartement avec un petit ami qui a des antécédents de violence conjugale et elle peut à peine subvenir à ses propres besoins. Alexandre ressentit un soulagement coupable. Elle veut les fillettes ? C'est ça le problème. Elle dit oui, mais pour de mauvaises raisons. Elle a mentionné plusieurs fois les allocations qu'elle recevrait de l'État si elle devenait leur tutrice légale. Absolument pas, déclara Alexandre avec fermeté. Je ne vais pas confier Manon et Léa à quelqu'un comme ça. Thibaut observa son ami avec curiosité. Tu es très impliqué émotionnellement pour quelqu'un qui a rencontré ses fillettes il y a à peine 2 jours. 3, corrigea Alexandre automatiquement, se surprenant lui-même à tenir le compte exact. Et oui, elles me sont chères. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sens qu'elles étaient destinées à croiser mon chemin. Son ami le regarda avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Je te connais depuis l'université, Alex. Je ne t'ai jamais vu comme ça pour rien ni personne. Les gens changent, répondit-il simplement. Apparemment, Thibaut prit une gorgée de café avant de poursuivre. Bon, si la tante est écartée, nous avons 2 options. Notifier officiellement les services sociaux, ce qui aurait probablement pour résultat que les fillettes soient placées dans un foyer d'accueil temporaire en attendant que leur situation permanente soit décidée. Ou, pressa Alexandre quand son ami fit une pause. Ou tu pourrais demander toi-même la garde provisoire. La suggestion resta en suspens dans l'air, chargée d'implications. Alexandre se leva et marcha vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait sous le ciel bleu de Paris. « Crois-tu qu'il me l'accorderait ? Je suis célibataire, je travaille beaucoup d'heures, je n'ai aucune expérience avec les enfants. Tu es aussi économiquement stable. Tu as une réputation irréprochable et tu te soucies clairement d'elle, contrecarra Thibaut. Ce ne serait pas facile, mais cela pourrait fonctionner, surtout si nous le présentons comme une solution temporaire pendant que nous cherchons des parents plus éloignés ou une famille adoptive appropriée. Et si je voulais que ce soit permanent ? La question échappa des lèvres d'Alexandre avant qu'il ne puisse la retenir. Thibaut le regarda fixement. « Tu envisages de les adopter ? Sérieusement ? » « Je ne sais pas, » admit Alexandre, passant une main dans ses cheveux dans un geste de confusion. « C'est fou, n'est-ce pas ? Il y a 3 jours, je ne pensais même pas avoir d'enfant, et maintenant je contemple d'adopter 2 fillettes que je connais à peine. C'est peu conventionnel, » concéda Thibaut, « mais pas nécessairement fou. J'ai vu comment tu les regardes, Alex, et comment elles te regardent, surtout la petite. Manon se méfie encore de moi. Avec raison, elle a dû être mère et père pour sa sœur, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle ne baissera pas facilement sa garde. » Alexandre acquiesça, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Que dois-je faire, Thibaut ? Légalement, quelle est la meilleure voie ? Légalement, le plus sûr serait de notifier les services sociaux et de suivre la procédure établie, répondit l'avocat avec honnêteté. Mais si tu me demandes en tant qu'ami, je pense que tu devrais suivre ton instinct. Si tu sens que ces fillettes sont destinées à faire partie de ta vie, bats-toi pour elles. » La conversation fut interrompue par un léger coup à la porte. Manon passa la tête, son expression préoccupée. « Excusez-moi, mais Léa ne se sent pas bien. Elle a de la fièvre. » Alexandre se leva immédiatement, toute indécision oubliée face à l'urgence pratique. « Où est-elle ? » ?»« Dans notre chambre. Je lui ai dit de se coucher. » Effectivement, Léa gisait dans le lit, son visage rougi par la fièvre, respirant avec difficulté. Alexandre posa une main sur son front, sentant la chaleur qui en émanait. « Je vais appeler le médecin, » décida-t-il en sortant son téléphone. « Ce n'est pas nécessaire, »
intervint Manon rapidement. Elle a juste besoin de médicaments. Cela lui arrive toujours quand elle a une bronchite. Manon, dit Alexandre avec fermeté, mais gentillesse. Je comprends que tu aies l'habitude de prendre soin de ta sœur et tu le fais merveilleusement bien. Mais maintenant, tu n'es pas seule. Nous allons appeler le médecin. La fillette sembla surprise, non par la décision elle-même, mais par la façon dont Alexandre avait reconnu son rôle de soignante, tout en prenant gentiment le contrôle de la situation. Le pédiatre arriva en moins d'1 heure. Après avoir examiné Léa, il confirma que c'était une rechute de la bronchite aggravée par le stress et les changements des derniers jours. Elle aura besoin d'un repos absolu, de médicaments plus forts et de beaucoup de liquide, indiquait-il en rédigeant une nouvelle ordonnance. Et je suggère que quelqu'un reste avec elle pendant la nuit pour surveiller sa température. Je resterai, dirent Alexandre et Manon simultanément. Ils se regardèrent, surpris par la coïncidence. Ce fut Manon qui céda la première. Vous devez travailler demain. Je peux travailler de chez moi, répondit Alexandre avec une décision qui surprit même Thibaut, qui connaissait le dévouement obsessionnel de son ami au bureau. Nous nous relayerons pour prendre soin d'elle, d'accord? Manon acquiesça, un petit sourire de soulagement apparaissant sur ses lèvres. Les 48 heures suivantes se déroulèrent dans un brouillard d'inquiétude, de médicaments, de compresses froides et de veille nocturne. Alexandre annula toutes ses réunions, délégua des responsabilités et se consacra entièrement aux soins de Léa. Manon, de son côté, s'éloignait rarement du lit de sa sœur, lui lisant des histoires quand la petite était réveillée, veillant sur son sommeil quand elle dormait. Ce fut pendant l'une de ces veilles partagées, dans le silence de l'aube, que Manon commença finalement à s'ouvrir. « Maman est morte comme ça », dit-elle soudain. Sa voix était à peine un murmure dans la pièce semi-obscure, fiévreuse, toussant. Nous ne pouvions pas payer de médecin. Alexandre, qui changeait la compresse sur le front de Léa, sentit son cœur se serrer. « Je suis tellement désolé, Manon. J'avais peur que Léa meure aussi », continua la fillette, le regard fixé sur sa sœur endormie, dans la rue, sans que personne ne nous aide. « Mais maintenant vous êtes en sécurité », répondit Alexandre avec douceur. « Et Léa va se rétablir complètement. » Manon leva les yeux, ses yeux sombres brillant de larmes retenues. « Pourquoi nous aidez-vous? Vraiment, nous ne sommes rien pour vous. » La question, si directe, méritait une réponse tout aussi honnête. Au début, c'était parce que je ne pouvais pas simplement vous ignorer. Ce serait inhumain. Mais maintenant, il fit une pause, cherchant les mots justes. Maintenant, c'est parce que vous comptez pour moi. Parce qu'en ces quelques jours, vous avez comblé un vide dans ma vie dont je ne connaissais même pas l'existence. « Vous êtes seul ?» demanda Manon avec cette perception aiguë qui continuait de surprendre Alexandre. « Je l'étais », répondit-il, se surprenant lui-même par la réponse. « J'ai des amis, des collègues, une entreprise prospère, mais oui, je suppose que j'étais seul. » Manon acquiesça comme pour confirmer une théorie. Nous étions seuls aussi. Même quand maman vivait, elle travaillait tellement que nous ne la voyions presque jamais. Ça a dû être très difficile pour toi. J'ai appris à m'occuper de Léa depuis qu'elle était bébé, dit-elle avec une fierté évidente. Maman disait que j'étais sa petite guerrière, et elle avait raison, confirma Alexandre avec une admiration sincère. Tu es la fillette la plus courageuse et la plus responsable que j'ai jamais rencontrée. Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par la respiration plus tranquille de Léa, dont la fièvre commençait à baisser. « Monsieur Alexandre », dit finalement Manon avec une formalité qui contrastait avec l'intimité du moment. « Qu'est-ce qui va nous arriver ?» C'était la question qu'Alexandre avait évitée, mais qu'il savait qu'il devrait finalement affronter. « Qu'aimerais-tu qu'il se passe ?» demanda-t-il à son tour, voulant connaître les désirs de la fillette avant de partager ses propres pensées. Manon sembla surprise par la question, comme si personne n'avait jamais considéré son opinion sur des sujets importants auparavant. « J'aimerais que nous puissions rester ici », admit-elle finalement. « Léa est heureuse ici et je… » Elle hésita comme si elle craignait d'exprimer ses propres sentiments. « Moi aussi. » Alexandre sentit une vague d'émotion si intense qu'il dut faire un effort pour garder sa contenance. « Moi aussi, j'aimerais que vous restiez », confessa-t-il. « En fait, j'ai parlé à Thibaut de la possibilité de demander la garde légale de vous deux. » Les yeux de Manon s'ouvrirent d'étonnement. « Comme un papa, si vous le vouliez », répondit Alexandre, subitement nerveux. « Je ne prétends pas remplacer votre mère ni changer les souvenirs que vous avez d'elle, mais j'aimerais prendre soin de vous, vous donner un foyer, une famille. » Manon garda le silence un long moment, traitant l'information. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle finalement, sa plus grande peur exprimée en 4 mots simples. « Ça marchera », affirma Alexandre avec une conviction qui venait du fond de son cœur. « Ce ne sera pas facile. Je ferai des erreurs parce que je n'ai jamais été père. Tu te frustreras parfois avec moi. Léa aura des crises de colère. Il y aura des jours difficiles, mais je te promets, Manon, que je ne vous abandonnerai jamais. » La fillette le regarda fixement,
comme si elle tentait de lire la vérité dans ses yeux. Ce qu'elle vit sembla la satisfaire, car elle acquiesça lentement. « Je dois demander à Léa quand elle se sentira mieux. Nous prenons toujours les décisions ensemble. » « Bien sûr, » convint Alexandre, respectant son processus. Il n'y a pas d'urgence. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait déjà pris sa décision. Ces fillettes qui étaient entrées dans sa vie par hasard étaient devenues le centre de son univers en quelques jours seulement. L'idée de les perdre était simplement inacceptable. La récupération de Léa fut rapide une fois que la fièvre eut cédé. En quelques jours, elle courait à nouveau dans l'appartement terrasse, remplissant chaque recoin de son rire contagieux. Manon, de son côté, commençait à se détendre progressivement, se permettant de se comporter davantage comme la fillette qu'elle était et moins comme l'adulte que les circonstances l'avaient forcée à être. Une semaine après l'épisode de fièvre, Thibaut revint avec des nouvelles importantes. Ils avaient localisé le certificat de naissance des 2 fillettes, confirmant qu'il n'y avait pas de père enregistré. Il avait également discrètement initié le processus pour qu'Alexandre puisse demander la garde provisoire, le présentant comme un cas spécial, étant donné les circonstances. Le juge Dubois s'occupera de l'affaire, informa Thibaut avec satisfaction. Il est progressiste et a des antécédents de prioriser le bien, être des enfants sur les formalités bureaucratiques. « Quand saurons-nous quelque chose ?» demanda Alexandre, essayant de ne pas montrer son anxiété. « L'audience préliminaire est prévue pour la semaine prochaine. En attendant, j'ai obtenu une permission spéciale pour que les fillettes restent sous ta garde, considérant qu'elles n'ont pas d'autres membres de la famille appropriés. » Cette nuit-là, pendant le dîner, Alexandre décida qu'il était temps de parler clairement aux fillettes de l'avenir. « Manon, Léa, » commença-t-il après qu'elles eurent fini leur dessert, un flan maison que la cuisinière avait préparé spécialement pour elles. « Il y a quelque chose d'important que je veux vous demander. » Les fillettes le regardèrent avec attente. Léa avec une curiosité innocente. Manon avec sa prudence habituelle. « Cela fait presque 2 semaines que nous nous sommes rencontrés, » continua Alexandre, surpris lui-même par la rapidité avec laquelle le temps s'était écoulé. « Et pendant cette courte période, vous avez complètement changé ma vie. Pour le meilleur ou pour le pire ?» demanda Léa avec la franchise caractéristique des petits-enfants. Alexandre sourit. « Définitivement pour le meilleur, ma petite. Ma maison, qui était auparavant si silencieuse et vide, est maintenant pleine de vie. Et moi, qui ne pensais qu'au travail et aux affaires, je découvre maintenant qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. » Manon écoutait attentivement, son expression sérieuse mais ouverte. « Ce que je veux vous demander, c'est si vous aimeriez rester ici avec moi de manière permanente, » dit finalement Alexandre, son cœur battant fort. « Si vous me permettiez d'être votre tuteur légal, de prendre soin de vous donner un foyer. »« Comme notre papa ?» demanda Léa, allant droit au but comme toujours. « Oui, comme votre papa ?» confirma Alexandre, regardant particulièrement Manon, dont l'opinion, il le savait, serait décisive. « Si vous voulez, on pourrait vous appeler papa », insista Léa, les yeux brillants d'émotion. « Si c'est ce que vous souhaitez, je serai honoré », répondit Alexandre, essayant de garder sa contenance face à la possibilité d'entendre ce mot lui être adressé. « Et maman ?» demanda Manon, sa voix à peine audible. « Qu'en est-il de son souvenir ?» Alexandre se pencha en avant, la regardant directement dans les yeux. « Votre mère sera toujours votre mère, Manon. Nous nous en souviendrons toujours, nous parlerons d'elle, nous honorerons sa mémoire. Je ne prétendrai jamais la remplacer ou vous faire l'oublier. » La fillette acquiesça lentement, traitant ces mots. « On peut y réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr », convint Alexandre, respectant son besoin de temps. « Il n'y a pas d'urgence. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir », s'exclama Léa en se levant de sa chaise pour se jeter dans les bras d'Alexandre. « Je veux que tu sois notre papa. » Alexandre l'embrassa, ému par son enthousiasme, mais ses yeux restèrent fixés sur Manon, qui observait la scène avec un mélange d'émotions sur son jeune visage. Cette nuit-là, tandis qu'Alexandre travaillait dans son bureau, il entendit un léger coup à la porte. C'était Manon en pyjama, avec une expression solennelle. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle formellement. « Bien sûr », répondit Alexandre, mettant de côté les documents qu'il examinait. « Tout va bien, Léa ?»« Elle va bien. Elle dort », assura Manon en s'approchant du bureau. « Je voulais vous parler seul à seul. »« Je t'écoute », dit Alexandre en lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. Manon s'assit, ses pieds touchant à peine le sol. Pendant un instant, elle sembla chercher les mots justes. « J'ai parlé à Léa de ce que vous nous avez demandé au dîner. » Commença-t-elle finalement. Elle est très excitée par l'idée. « Et toi ?» demanda Alexandre avec douceur. « J'ai peur », confessa la fillette avec une honnêteté qui désarma Alexandre. « Peur qu'un jour vous vous lassiez de nous, ou que nous fassions quelque chose de mal et que vous nous jetiez dehors. Ou que... » « Manon, » interrompit Alexandre gentiment. « Je comprends ta peur. C'est tout à fait normal après tout ce que tu as traversé. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas un caprice pour moi.
ce n'est pas de la charité. C'est une décision que j'ai prise de tout mon cœur. » La fillette le regarda fixement, évaluant la sincérité de ses mots. « Pourquoi nous? Vous pourriez adopter des bébés ou des enfants sans problème, sans notre passé. »« Je ne veux pas d'autres enfants, » répondit Alexandre avec fermeté. « Je vous veux, vous, avec tout votre passé, avec toutes vos peurs et vos cicatrices. Parce qu'en ces jours, j'ai appris à vous connaître et à vous aimer exactement tel que vous êtes. » Manon baissa le regard, ses petites mains jouant nerveusement avec le bord de son pyjama. « Parfois, je fais des cauchemars, » confessa-t-elle à voix basse, « sur la rue, sur maman mourante. Parfois, je crie la nuit. Alors je serai là pour te consoler, » promit Alexandre. Et avec le temps, les cauchemars deviendront moins fréquents. Et parfois, Léa fait des crises de colère terribles quand elle est fatiguée. Tous les enfants en ont. Nous apprendrons à les gérer ensemble. Manon leva le regard, ses yeux brillants de larmes retenues. Et si je ne suis pas une bonne fille? La question, si vulnérable, si chargée d'insécurité, brisa quelque chose en Alexandre. Sans y penser, il contourna le bureau et s'agenouilla devant la fillette, prenant ses petites mains dans les siennes. « Manon Dubois, » dit-il d'une voix ferme, mais pleine de tendresse, « tu es une enfant extraordinaire, courageuse, intelligente, loyale, responsable. N'importe qui au monde serait fier de t'avoir comme fille. Moi, je serais honoré. » Les larmes que Manon avait retenues débordèrent finalement, roulant silencieusement sur ses joues. « Vous promettez que vous ne nous abandonnerez pas, quoi qu'il arrive. »« Je te le promets, » répondit Alexandre avec une conviction absolue. « Sur ma vie. » Et alors, pour la première fois, Manon se jeta dans ses bras, l'embrassant de toute la force de son petit corps. Alexandre la serra contre sa poitrine, sentant les sanglots secouer sa fragile silhouette, libérant des semaines, des mois de peur et de tension contenue. « Tout va bien » murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. » Toutes les deux le sont. Quand Manon se calma finalement, elle se sépara légèrement pour regarder Alexandre avec des yeux rougis, mais décidés. « Je crois que nous voulons rester », dit-elle avec le sérieux qui la caractérisait. « Si l'offre tient toujours, l'offre tiendra toujours, » assura Alexandre, sentant que son cœur pourrait éclater de bonheur. « Toujours. » Manon acquiesça comme pour sceller un pacte solennel. Puis, avec timidité, elle demanda « Puis-je vous appeler papa ? » « Non, pas maintenant, mais quand tu seras prête, tu peux m'appeler comme tu te sentiras à l'aise, » répondit Alexandre, ému par la question. « Alexandre, monsieur ou papa, quand tu seras prête, si jamais tu l'es. » La fillette acquiesça à nouveau, satisfaite de la réponse. « Je crois que je devrais aller dormir maintenant. Je t'accompagne, » offrit Alexandre en se levant et en lui tendant la main. À sa surprise et à son délice, Manon la prit sans hésiter, entrelaquant ses petits doigts avec les siens tandis qu'ils marchaient ensemble vers la chambre où Léa dormait paisiblement, inconsciente du pas important que sa sœur venait de faire. Pendant qu'il bordait Manon, Alexandre réalisa qu'à un moment donné au cours des 2 dernières semaines, son luxueux appartement-terrasse avait cessé d'être simplement un lieu où il vivait pour devenir un foyer. Et lui, qui avait toujours défini sa valeur par ses réalisations professionnelles et son compte en banque, découvrait que sa plus grande richesse résidait dans le cœur de ses 2 petites qui, contre toute attente, avaient trouvé leur chemin vers lui. La salle d'audience du tribunal de la famille imposait le respect avec ses hauts plafonds et ses boiseries sombres. Alexandre, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, attendait nerveusement aux côtés de Thibault. Bien qu'il ait affronté des négociations multimilliardaires sans ciller, aujourd'hui ses mains transpiraient et son cœur battait la chamade. Jamais auparavant il n'avait eu autant en jeu. Manon et Léa attendaient dans une salle adjacente, gardée par Émilie, l'assistante personnelle d'Alexandre, qui, ces dernières semaines, avait développé une affection particulière pour les fillettes. « Tranquille », murmura Thibault, remarquant l'agitation de son ami. « Nous avons un dossier solide, le juge Dubois est raisonnable. » Alexandre acquiesça, incapable d'articuler des mots. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon émotionnel. Entre l'adaptation à la vie avec 2 fillettes, la réorganisation de son emploi du temps professionnel, la préparation des documents légaux et l'aménagement de son foyer, il avait à peine eu le temps de traiter l'ampleur du changement dans sa vie. Affaire numéro 4872, garde provisoire des mineurs Manon et Léa Dubois, annonça le greffier du tribunal. Le juge Dubois, un homme d'une 60aine d'années à l'expression sévère mais au regard bienveillant, examina les documents devant lui avant de s'adresser à Alexandre. « Monsieur Moreau, je comprends que vous demandez la garde provisoire de 2 mineurs avec lesquels vous n'avez aucun lien de parenté sanguin, ni de lien légal préalable. Est-ce exact ? » « Oui, votre honneur, » répondit Alexandre, s'efforçant de garder une voix ferme. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?» C'était la question qu'Alexandre avait répétée mentalement des dizaines de fois, et pourtant, à ce moment-là,
Toutes les réponses préparées lui parurent insuffisantes. « Parce que je les aime, votre honneur », répondit-il avec une honnêteté qui surprit même Thibaut. « Parce qu'en le peu de temps qu'elles ont passé sous ma garde, elles sont devenues la chose la plus importante de ma vie. Et parce que je crois fermement que je peux leur offrir la stabilité, l'affection et les opportunités qu'elles méritent. » Le juge l'observa attentivement, comme pour évaluer la sincérité de ses mots. « Êtes-vous conscient de la responsabilité qu'implique la prise en charge de 2 fillettes traumatisées par la perte de leur mère et l'expérience de vivre dans la rue ? » « Je le suis, » affirma Alexandre. « J'ai engagé une psychologue pour enfants qui les suit 2 fois par semaine. J'ai également réorganisé mon emploi du temps professionnel pour être plus présent et je suis des cours de parentalité positive. » Cette dernière information surprit même Thibaut, qui regarda son ami avec un respect renouvelé. Alexandre n'avait pas mentionné les cours qu'il avait visiblement cherchés de sa propre initiative. Le juge acquiesça, apparemment satisfait de la réponse. Et qu'en est-il de l'éducation? Les fillettes sont hors du système scolaire depuis le décès de leur mère. Manon a été acceptée au lycée Saint-Louis pour le prochain semestre, qui commence dans 2 semaines, expliqua Alexandre. En attendant, une tutrice vient à la maison 3 fois par semaine pour l'aider à se remettre à niveau. Léa commencera la maternelle dans le même établissement. L'audience continua avec des questions sur les ressources financières d'Alexandre, son réseau de soutien et ses plans à long terme. Finalement, le juge demanda à parler aux fillettes en privé, une partie du processus qu'Alexandre craignait particulièrement. Que dirait Manon, toujours si prudente? Léa comprendrait-elle l'importance de la situation? Pendant qu'il attendait en dehors de la salle, Alexandre se rappela la conversation qu'il avait eue avec les fillettes ce matin-là, leur expliquant l'importance de l'audience. « Le juge veut s'assurer que vous êtes bien avec moi », leur avait-il dit pendant le petit déjeuner. « Il vous posera des questions sur ce que vous ressentez, si vous êtes à l'aise, si vous avez tout ce dont vous avez besoin. » « Et si tu nous demandes si on veut rester avec toi ?» avait demandé Léa en mordillant une tartine. « Alors vous devez dire la vérité », répondit Alexandre, « ce que vous ressentez vraiment. » Manon l'avait regardé avec cette intensité qui semblait transpercer son âme. « Et si tu dis qu'on ne peut pas rester avec toi, alors nous ferons appel », avait-il répondu avec fermeté. « Nous nous battrons, je ne vous abandonnerai jamais. » Maintenant, tandis que les minutes s'étiraient avec une lenteur douloureuse, Alexandre se demandait ce que diraient les fillettes. Auraient-elles exprimé leur désir de rester, ou la peur et l'incertitude auraient-elles gagné la bataille? Finalement, après ce qui sembla une éternité, le greffier le rappela dans la salle. Les fillettes n'étaient plus là, elles étaient retournées dans la salle d'attente. Le juge Dubois l'observait avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Moreau, » commença le magistrat, « j'ai longuement parlé avec les 2 fillettes. Manon fait preuve d'une maturité extraordinaire pour son âge, résultat sans doute des circonstances qu'elle a eu à vivre. Léa est vive et intelligente, bien que clairement plus vulnérable. » Alexandre acquiesça, retenant sa respiration. « Ce qui m'a impressionné, » continua le juge, « c'est la façon dont elle parle de vous. En seulement 3 semaines, vous semblez avoir gagné non seulement leur confiance, mais aussi leur affection, particulièrement remarquable dans le cas de Manon, qui, selon les rapports psychologiques, présente des difficultés compréhensibles à faire confiance aux adultes. » Une étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Alexandre. Cependant, le juge fit une pause qui sembla éternelle. Accorder la garde de 2 mineurs à un homme célibataire sans expérience préalable en matière d'éducation est une décision que je ne peux prendre à la légère. L'espoir commença à s'estomper. Par conséquent, continua le juge, j'ai décidé de vous accorder la garde provisoire pour une période initiale de 6 mois, pendant laquelle des visites de suivi régulières seront effectuées par les services sociaux. Au terme de cette période, nous réévaluerons la situation. Alexandre sentit qu'il pouvait à nouveau respirer. 6 mois était un début, une opportunité de démontrer qu'il pouvait être le père dont Manon et Léa avaient besoin. « Merci, votre honneur », réussit-il à dire, l'émotion évidente dans sa voix. « Ne me remerciez pas encore, monsieur Moreau », avertit le juge. « Les 6 prochains mois seront cruciaux. Vous devrez démontrer que vous pouvez fournir non seulement un bien, être matériel, mais aussi une stabilité émotionnelle et un environnement familial adéquat. Je le ferai, promit Alexandre avec conviction. Je ne laisserai pas tomber les fillettes. Je l'espère, répondit le juge, se permettant un léger sourire, car elles vous font clairement confiance. Manon m'a dit quelque chose qui m'a profondément impressionné. Elle a dit « Il nous regarde comme si nous étions importantes, pas comme si nous étions un problème. » Ces mots frappèrent Alexandre avec force, le remplissant d'un mélange de fierté et d'humilité. C'était ainsi que Manon le percevait, comme quelqu'un qui les valorisait sincèrement. En sortant de la salle, il trouva les fillettes attendant anxieusement aux côtés d'Émilie. L'expression sur leur visage lorsqu'il leur annonça la nouvelle fut un cadeau qu'Alexandre savait qu'il chérirait pour toujours. Le sourire radieux de Léa, les yeux brillants de Manon retenant des larmes de soulagement. Alors,
On peut rester avec toi » demanda Léa en sautant de joie. « Oui, ma petite » confirma Alexandre, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Au moins pour 6 mois, et si tout va bien, après ce sera permanent. Et on pourra continuer à dormir dans notre chambre » insista la fillette. « Bien sûr » ajouta Alexandre, regardant aussi Manon. « J'ai pensé que peut-être vous aimeriez la redécorer, la rendre vraiment vôtre. » Les yeux de Léa s'ouvrirent d'étonnement à l'idée. « On peut peindre les murs en rose » Alexandre rit. « Si c'est ce que tu veux, bien sûr. » Manon, plus réservée comme toujours, restait un pas en arrière observant, mais quand Alexandre tendit son bras vers elle, l'invitant à se joindre à l'étreinte, elle n'hésita pas à s'approcher. « Merci pour ce que tu as dit au juge » murmura Alexandre en l'embrassant. Manon rougit légèrement. « J'ai juste dit la vérité. » Cette nuit-là, après un dîner de célébration au restaurant préféré des fillettes, une pizzeria familiale du Marais qu'ils avaient découverte ensemble, Alexandre se retrouva à réfléchir à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Avant, ses soirées consistaient à réviser des contrats tard, à dîner seul devant la télévision, ou à assister à des événements sociaux où il entretenait des conversations superficielles avec des personnes qu'il connaissait à peine. Maintenant, ces soirées étaient remplies de bains moussants, d'histoires avant de dormir et de conversations sur la journée scolaire ou les nouveaux amis. Et le plus surprenant était à quel point tout cela semblait naturel, comme si, d'une certaine manière, il était toujours destiné à être le père de ces 2 fillettes spécifiques. Les mois suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. L'adaptation scolaire de Manon s'avéra plus difficile que prévu, bien qu'elle fût brillante académiquement. Ses expériences précédentes l'avaient laissée avec des difficultés à interagir avec les autres enfants de son âge. « Ils ne comprennent pas », expliqua-t-elle frustrée après une journée particulièrement difficile. « Ils se plaignent parce que leurs mamans leur ont mis une pomme au lieu de biscuits dans leur boîte à lunch. Ils ne savent pas ce que c'est d'avoir vraiment faim. » Alexandre écouta attentivement, assise au bord de son lit. « Tu as raison, ils ne le savent pas. Ils ont eu des vies très différentes de la tienne. Mais cela ne fait pas d'eux de mauvais enfants, juste différents. Ils me regardent bizarrement quand je dis que je vis avec vous et que vous n'êtes pas mon vrai papa, » continua Manon en jouant avec le bord de sa couverture. « Et ça te dérange » demanda Alexandre avec douceur. Manon haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est confus. » « Quelle partie te semble confuse ?» La fillette le regarda directement avec cette franchise qui le désarmait toujours. « Que je ne sais pas exactement ce que nous sommes. Vous n'êtes pas notre papa biologique, mais vous vous occupez de nous comme si vous l'étiez. Nous ne sommes pas votre vraie famille, mais nous vivons avec vous. » Alexandre sentit un nœud dans la gorge. « Manon, la famille ne se résume pas toujours au sang. Parfois, il s'agit de savoir qui est là pour toi, qui t'aime et te protège. Et dans ce sens, vous êtes ma famille, la plus réelle que j'ai eue depuis longtemps. »« Vraiment ?» demanda-t-elle avec une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « Vraiment » confirma Alexandre. « Et si un jour tu te sens à l'aise de m'appeler papa, je serais honoré. Mais si tu préfères m'appeler Alexandre pour toujours, c'est bien aussi. L'important n'est pas le nom que tu utilises, mais que tu saches que je suis là pour toi, toujours. » Manon acquiesça, traitant ses mots. « Léa t'appelle déjà papa » commenta-t-elle. « Léa est plus petite, elle voit les choses de manière plus simple » expliqua Alexandre. « Tu as traversé plus d'épreuves. Tu as plus de souvenirs de ta maman. Il est normal que ce soit différent pour toi. » La conversation en resta là cette nuit-là, mais Alexandre remarqua des changements subtils chez Manon les jours suivants. Petit geste de confiance, demander de l'aide pour les devoirs, lui raconter qu'une fillette à l'école pourrait devenir une amie, le laisser lui brosser les cheveux avant de dormir. Léa, de son côté, s'épanouissait comme une fleur au soleil. Sa nature extravertie et affectueuse lui avait rapidement valu des amis à la maternelle. Elle appelait Alexandre papa, avec un naturel qui lui faisait fondre le cœur à chaque fois, et avait développé l'habitude de l'attendre à la porte lorsqu'il rentrait du travail, se jetant dans ses bras avec des cris de joie. La première visite de suivi des services sociaux eut lieu fin septembre. La travailleuse sociale, une femme d'âge moyen nommée Hélène Bernard, parcourut l'appartement terrasse, observa l'interaction entre Alexandre et les fillettes et eut des conversations privées avec chacune. « Impressionnant », commenta-t-elle à la fin de la visite, « je vois rarement une adaptation aussi réussie en si peu de temps, surtout compte tenu des circonstances. » « Cela signifie que le rapport sera favorable ?» demanda Alexandre, anxieux. Hélène sourit. « Très favorable. Mais il reste encore 5 mois de période probatoire. Monsieur Moreau, ne vous relâchez pas. » Il ne se relâcha pas, mais ne s'inquiéta pas excessivement non plus. Chaque jour, il sentait plus fort le lien avec les fillettes, plus naturel son rôle de père. Les défis existaient, bien sûr. Crise de colère occasionnelle de Léa, moment de repli de Manon, la logistique compliquée d'équilibrer le travail et l'éducation, mais rien qu'ils ne puissent surmonter ensemble. Octobre apporta l'anniversaire de Manon. Alexandre voulait faire quelque chose de spécial,
mais craignait aussi de la submerger avec une célébration trop élaborée. Finalement, il décida de la consulter directement. « Comment aimerais-tu fêter ton anniversaire ?» demanda-t-il un soir alors qu'il l'aidait avec un projet scolaire. Manon sembla surprise par la question. « Je n'ai pas besoin d'une fête », répondit-elle automatiquement. « Je ne t'ai pas demandé si tu avais besoin d'une fête », précisa Alexandre avec gentillesse. « Je t'ai demandé comment tu aimerais célébrer. C'est ton jour, Manon. Tu mérites qu'il soit spécial. » La fillette réfléchit un instant. « Je n'ai jamais eu de vraie fête », admit-elle finalement. « Maman travaillait toujours le jour de mon anniversaire. Elle m'achetait un petit gâteau et me chantait avant de partir. » Le cœur d'Alexandre se serra à cette image. « Et qu'aimerais-tu faire cette année ?» Manon sembla hésiter comme si elle craignait d'exprimer ses désirs. « Pourrions-nous aller au zoo ? Maman a toujours promis de m'y emmener. Mais nous n'avons jamais pu y aller. »« Le zoo, ça me semble parfait, » répondit Alexandre, ému par la modestie de sa demande. « Et après, aimerais-tu inviter quelques camarades de classe pour une petite célébration ?» Manon secoua la tête. « Je n'ai pas encore beaucoup d'amis. Je préfère que nous soyons juste nous, vous, moi et Léa. » « Tu es sûr ? Ça pourrait être une bonne occasion de mieux connaître tes camarades. » La fillette acquiesça avec détermination. « Je suis sûr. Peut être l'année prochaine. » Le jour de l'anniversaire se leva radieux, une parfaite journée printanière. Alexandre avait discrètement décoré le salon avec des ballons et une affiche sur laquelle était écrit « Joyeux anniversaire, Manon ». Sur la table du petit déjeuner attendait une petite pile de cadeaux soigneusement emballés. Le visage de Manon, en voyant la scène, fut indescriptible. Un mélange de surprise, d'émotion et de quelque chose de plus profond, comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un se soit donné tant de mal pour elle. « Joyeux anniversaire, Manon !» s'exclama Léa en courant embrasser sa sœur. « J'ai aidé à gonfler les ballons. Et tu l'as très bien fait, » confirma Alexandre, observant tendrement la scène. « Joyeux anniversaire, Manon. 9 ans est un âge très important. » La fillette sourit, un sourire sincère qui illumina son visage habituellement sérieux. « Merci, » dit-elle simplement, mais ses yeux exprimaient bien plus. La journée se déroula comme un rêve. Le zoo de Vincennes s'avéra un succès retentissant, Manon montrant un enthousiasme qu'elle exprimait rarement. Son animal préféré fut le tigre, dont l'élégance et la force silencieuse semblaient résonner avec sa propre personnalité. Après, ils visitèrent une librairie où Alexandre lui dit qu'elle pouvait choisir tous les livres qu'elle voulait comme cadeau supplémentaire. L'expression de Manon, en se voyant entourée de tant d'histoires possibles, fut de pur bonheur. Le dîner eut lieu dans un restaurant choisi par l'enfant fêté, un endroit simple mais accueillant qui servait une cuisine française familiale. Là, en attendant le dessert, Alexandre lui remit un petit paquet qu'il avait gardé pour la fin. « C'est spécial » expliqua-t-il. « Tu n'es pas obligé de le porter si tu ne veux pas, mais j'ai pensé que tu aimerais l'avoir. » Manon déballa le paquet avec soin, révélant une délicate chaîne en argent avec un pendentif en forme de livre qui s'ouvrait. À l'intérieur, Alexandre avait placé une minuscule photo de Marie Dubois, la mère des fillettes, qu'il avait obtenue de l'hôpital où elle était décédée. « Pour que tu la portes toujours près de ton cœur, » expliqua-t-il doucement, « et pour que tu saches que je respecte sa mémoire et la place qu'elle occupe dans ta vie. » Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Sans dire un mot, elle se leva de sa chaise et pour la première fois, ce fut elle qui initia une étreinte, en roulant ses petits bras autour du cou d'Alexandre. « Merci » murmura-t-elle contre son oreille. « Merci, papa. » Ce fut la première fois qu'elle l'appela ainsi, naturellement, sans se forcer, comme si le mot avait trouvé son chemin de son cœur à ses lèvres au moment exact où elle était prête à le prononcer. Alexandre la serra fort, sans se soucier que des larmes roulent sur ses propres joues. À ce moment-là, il sut avec une certitude absolue que peu importait ce que dirait le juge dans 3 mois, ni les défis qu'il pourrait affronter à l'avenir. Ils étaient une famille imparfaite, peu conventionnelle, formée par le hasard et cimentée par l'amour, mais une famille après tout. Cette nuit-là, alors qu'il bordait les fillettes, Manon lui posa une question qu'elle avait gardée toute la journée. « Croyez-vous que maman serait fâchée contre moi de vous appeler papa ?» Alexandre s'assit au bord du lit, considérant attentivement sa réponse. « Je crois que ta maman t'aimait plus que tout au monde, Manon. Et quand on aime quelqu'un comme ça, ce que l'on désire le plus, c'est son bonheur. Je crois qu'elle serait heureuse de savoir que tu as quelqu'un qui prend soin de toi et qui t'aime, quelqu'un que tu peux appeler papa. » Manon acquiesça, apparemment satisfaite de la réponse. « C'était le plus bel anniversaire de ma vie, » confessa-t-elle en se blottissant sous les couvertures. « Le premier de beaucoup, » promit Alexandre en l'embrassant sur le front. « Repose-toi, ma vaillante. » En éteignant la lumière et en fermant doucement la porte, Alexandre Moreau, l'homme qui avait autrefois défini le succès en termes de contrats signés et d'immeubles construits, comprit qu'il avait découvert une nouvelle définition. Le succès était le « merci, papa », murmuré pour la première fois. C'était la confiance dans les yeux de Manon, le rire insouciant de Léa,
C'était ce sentiment de plénitude qu'aucune réussite professionnelle ne pourrait jamais égaler. Et tandis qu'il se dirigeait vers sa propre chambre, emportant les souvenirs de cette journée parfaite, il sut qu'il ne changerait cette nouvelle vie pour rien au monde, car dans la rencontre fortuite avec 2 fillettes dans le besoin, il avait trouvé non seulement son but, mais aussi son salut. L'été parisien arriva avec son intensité caractéristique, apportant des journées étouffantes et des nuits tièdes. Pour Alexandre, il apporta aussi l'approche de la date cruciale, l'audience finale où le juge Dubois déciderait si la garde provisoire deviendrait permanente. Les 6 mois s'étaient écoulés avec une rapidité étonnante. Les fillettes avaient terminé leur premier semestre scolaire avec de bons résultats, surtout Manon, qui avait dépassé les attentes académiques malgré sa longue période hors du système éducatif. Léa s'était parfaitement adaptée à la maternelle, devenant l'une des favorites de ses maîtresses pour son enthousiasme et sa créativité. Dans l'appartement terrasse, désormais méconnaissable comparé à l'espace minimaliste et froid qu'il avait été, la vie familiale avait trouvé son rythme. Les murs autrefois immaculés exhibaient maintenant des dessins colorés de Léa et les premières tentatives de Manon avec la peinture acrylique, un hobby qu'elle avait récemment découvert. La chambre des fillettes, initialement décorée dans des tons neutres, était maintenant un festin visuel de couleurs. Un mur rose pour plaire à Léa, un autre bleu ciel choisi par Manon et des étagères remplies de livres et de jouets. Mais tout n'avait pas été un chemin de roses. À mesure que les fillettes se sentaient plus en sécurité, elles commençaient aussi à traiter leur traumatisme de manière parfois difficile. Manon avait développé des épisodes d'anxiété, particulièrement dans les situations où Alexandre devait s'absenter pour le travail. La psychologue l'avait expliqué comme une réponse naturelle à l'abandon qu'elle avait expérimenté. Maintenant qu'elle avait une figure paternelle stable, la peur de le perdre se manifestait avec intensité. Léa, de son côté, revenait occasionnellement à des comportements plus infantiles, mouiller son lit, sucer son pouce, crise de colère disproportionnée pour de petites frustrations. C'était aussi, selon la psychologue, sa façon de traiter le stress et de chercher la sécurité qui lui avait manqué. Alexandre affrontait ces défis avec un mélange de patience nouvellement découverte et des moments occasionnels de doute. Faisait-il ce qu'il fallait? Était-ce suffisant? Pourrait-il vraiment être le père dont ses fillettes avaient besoin? Une nuit particulièrement difficile, après que Léa eut fait un cauchemar qui la laissa inconsolable pendant des heures, Alexandre appela Thibaut, ayant besoin de se confier. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça », confessa-t-il, parlant à voix basse depuis son bureau, pour ne pas réveiller les fillettes qui dormaient enfin. Parfois, j'ai l'impression d'improviser et elles méritent plus que ça. Tous les parents improvisent, Alex, répondit Thibaut avec sagesse. Même les biologiques, personne ne reçoit un manuel d'instruction avec son enfant, mais elles ont tellement souffert. Et si je commets des erreurs qui les blessent davantage, tu feras des erreurs, affirma Thibaut avec franchise. C'est inévitable. La question est, apprendras-tu d'elles? Continueras-tu d'essayer? Car c'est ce que fait un bon père. La conversation laissa Alexandre pensif. Peu, être que la perfection n'était pas l'objectif. Peu, être s'agissait-il d'être présent, d'essayer chaque jour, d'aimer inconditionnellement, même dans les moments difficiles. À 2 semaines de l'audience finale, un incident inattendu secoua la fragile stabilité qu'ils avaient construite. Tout commença par un appel de l'école. Manon avait eu une altercation avec une camarade de classe. Selon l'enseignante, l'autre fillette avait fait des commentaires sur la situation familiale de Manon, insinuant qu'Alexandre n'était pas son vrai père et qu'il les rendrait probablement quand il se lasserait de jouer à la famille. Manon, habituellement contrôlée, avait réagi avec une fureur qui surprit tout le monde, poussant la fillette avec une telle force que celle-ci tomba au sol. Quand Alexandre arriva à l'école, il trouva Manon assise devant le bureau du directeur, les bras croisés et une expression de marbre qui cachait le tourbillon émotionnel qu'elle ressentait sans doute. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « On vous l'a sûrement déjà dit, » répondit Manon sans le regarder. « J'aimerais entendre ta version. » Manon resta silencieuse un instant, puis elle parla d'une voix contrôlée, mais tremblante d'émotion. Elle a dit que nous n'étions pas une vraie famille, que vous nous avez juste recueillis par pitié, comme si nous étions des petits chiens abandonnés, et que lorsque vous en auriez marre de nous, vous nous rendriez à la rue. Alexandre sentit une vague d'indignation protectrice. C'était cruel et injuste. Je lui ai dit de se taire, mais elle a continué à parler, disant que sa maman avait commenté qu'il était étrange qu'un homme seul adopte des fillettes, qu'il devait y avoir quelque chose de louche là, dedans. Manon le regarda finalement, ses yeux brillants de larmes contenues. Alors je l'ai poussé. Je sais que c'était mal, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Alexandre respira profondément, traitant l'information. La cruauté des enfants pouvait être dévastatrice, surtout lorsqu'ils répétaient les préjugés des adultes. « Je comprends pourquoi tu as réagi ainsi, » dit-il finalement. « Tu nous défendais, tu défendais notre famille. Mais tu as raison,
Pousser n'était pas la meilleure réponse. « Vous êtes fâché contre moi ?» demanda Manon, et la vulnérabilité de sa voix brisa le cœur d'Alexandre. « Non, je ne suis pas fâché. Je suis triste parce que quelqu'un t'a blessé avec des mots cruels, et je suis préoccupé parce que je sais que cet incident t'affecte profondément. » La réunion avec le directeur fut tendue, mais gérable. Alexandre, utilisant ses talents de négociateur, obtint que la sanction pour Manon soit minimale, une lettre d'excuse à l'autre fillette et une session avec la conseillère d'orientation psychologue scolaire. Il insista également pour que l'école aborde le thème du harcèlement et des commentaires discriminatoires sur les différentes structures familiales. De retour à la maison, cependant, Manon sombra dans un silence préoccupant. Elle refusa le dîner, refusa de parler à Léa et s'enferma dans la salle de bain pendant un long moment. Quand Alexandre réussit finalement à lui faire ouvrir la porte, il la trouva assise par terre, serrant ses genoux, les yeux rougis à force de pleurer. « Manon » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle sur le carrelage froid. « S'il te plaît, parle-moi. » « Et si elle a raison ?» demanda la fillette d'une voix brisée. « Et si un jour vous vous lassez de nous, cela n'arrivera pas » assura Alexandre avec fermeté. « Vous ne pouvez pas savoir. Les gens changent d'avis. Ils font des promesses et ensuite les rompent. » Alexandre comprit alors qu'il n'était pas seulement confronté aux mots cruels d'une camarade de classe, mais à la peur fondamentale que Manon portait depuis la mort de sa mère, la peur de l'abandon, de voir la sécurité qu'elle avait trouvée lui être à nouveau retirée. « Manon, regarde-moi » demanda-t-il, attendant que la fillette lève les yeux. « Sais-tu pourquoi je suis si sûr de ne jamais me lasser de vous ? Parce que vous n'êtes pas une responsabilité pour moi, vous êtes un cadeau. Chaque jour, quand je vous vois apprendre quelque chose de nouveau, quand j'entends vos rires, même lorsque nous affrontons des moments difficiles comme celui-ci, je sens que je suis la personne la plus chanceuse du monde de vous avoir dans ma vie. » Manon l'observait avec intensité, voulant croire, mais toujours craintive. « Avant de vous connaître, continua Alexandre, ma vie semblait réussie de l'extérieur, mais elle était vide à l'intérieur. J'avais de l'argent, j'avais de la reconnaissance, mais je rentrais chaque soir dans un appartement silencieux où rien n'importait vraiment. Vous m'avez donné un but, vous m'avez appris ce que signifie aimer inconditionnellement. »« Vraiment ?» demanda Manon dans un murmure. « Vraiment » confirma Alexandre. « Alors non, je ne me lasserai pas de vous, je ne changerai pas d'avis. Et si quelqu'un suggère le contraire, souviens-toi qu'ils ne connaissent pas notre cœur, ils ne savent pas ce que nous avons construit ensemble. » Lentement, comme un glacier fondant sous le soleil, la tension commença à quitter le corps de Manon. Elle se pencha en avant, permettant à Alexandre de l'embrasser tandis que de nouvelles larmes, celles-ci de soulagement, roulaient sur ses joues. « Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes » murmura-t-elle contre son épaule. « Nous commettons tous des erreurs » répondit Alexandre en caressant ses cheveux. « L'important est d'en tirer des leçons, et demain, tu écriras cette lettre d'excuse. Non pas parce que ce que cette fillette a dit est juste, mais parce qu'il y a de meilleures façons de se défendre qu'avec les mains. » Manon acquiesça, se séparant légèrement pour le regarder. « Croyez-vous que cela affectera la décision du juge concernant notre séjour permanent avec vous ?» La question révéla que Manon comptait aussi les jours jusqu'à l'audience finale, tout aussi consciente que lui de l'enjeu. « Non », répondit Alexandre, avec plus de sécurité qu'il n'en ressentait. « Un incident mineur n'effacera pas 6 mois de progrès. De plus, la psychologue pourra expliquer que ta réaction faisait partie du processus d'adaptation et de guérison. » Cette nuit-là, après que les fillettes se furent finalement endormies, Alexandre appela Thibaut pour le mettre au courant de l'incident. « Crois-tu que cela pourrait nous nuire à l'audience » demanda-t-il, exprimant la préoccupation qu'il avait cachée à Manon. « Honnêtement, je ne crois pas » répondit Thibaut après avoir considéré la situation. « En fait, ta gestion de l'incident démontre exactement pourquoi tu es un bon père pour elle. Tu n'as pas minimisé ce qui s'est passé, mais tu n'as pas non plus réagi de manière excessive. Tu as soutenu Manon tout en lui enseignant les conséquences et la responsabilité. » Les mots de Thibaut furent réconfortants, mais Alexandre ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'anxiété. Tant dépendait de la décision du juge Dubois, tant était en jeu. Les jours précédents, l'audience se déroulèrent dans un état de tension contenue. Alexandre s'efforçait de maintenir la normalité pour les fillettes, mais intérieurement, il repassait obsessivement chaque détail, chaque rapport, chaque question possible que le juge pourrait poser. La nuit précédant l'audience, alors qu'il préparait le dîner, il avait appris à cuisiner quelques plats de base ces derniers mois pour le plaisir des fillettes. Léa s'approcha avec un dessin à la main. « J'ai fait ça pour le juge », annonça-t-elle fièrement, montrant une représentation colorée de 3 figures se tenant la main. Une grande en costume, clairement Alexandre, et 2 petites en robes de différentes couleurs. « C'est magnifique, Léa », commenta Alexandre, ému par le geste. « Qu'est-ce que c'est exactement ?»« C'est notre famille », expliqua la petite comme si c'était évident,
pour que le juge puisse la voir et comprendre que nous sommes heureux ensemble. La simplicité et la profonde vérité de l'explication laissèrent Alexandre sans voix un instant. « C'est une idée merveilleuse », réussit-il à dire finalement. « Je suis sûr que le juge adorera. » Manon, qui observait depuis la table où elle faisait ses devoirs, ajouta « J'ai écrit une lettre. Ma maîtresse m'a aidé avec l'orthographe. »« Une lettre ?» demanda Alexandre surpris. Manon acquiesça, sortant une enveloppe soigneusement scellée de son sac à dos. « C'est pour le juge, mais vous ne pouvez pas la lire. »« C'est privé, bien sûr, » convint Alexandre, respectant son désir. « Puis-je savoir de quoi il s'agit au moins ? De pourquoi nous voulons rester avec vous pour toujours ?» répondit Manon avec ce sérieux qui la caractérisait. « De comment vous êtes différent des autres adultes ?» Alexandre dut se retourner, feignant de vérifier quelque chose sur la cuisinière pour que les fillettes ne voient pas les larmes qui menaçaient de couler. Ces petits gestes, cette confiance qu'elles avaient placée en lui, signifiaient plus que tout succès professionnel qu'il aurait pu atteindre. Le matin de l'audience se leva clair et lumineux, comme si le temps voulait offrir un bon présage. Émilie arriva tôt pour rester avec les fillettes, car Alexandre et Thibaut avaient décidé qu'il serait préférable qu'elles n'assistent pas à la partie initiale de l'audience pour leur éviter le stress. « Tout ira bien », assura Émilie tandis qu'Alexandre se préparait à partir. « Ces fillettes vous adorent et il est évident pour quiconque les observe pendant 5 minutes qu'elles ont fleuri sous votre garde. » Alexandre la remercia pour ces mots avec un sourire tendu, puis il s'agenouilla pour dire au revoir aux fillettes. « Je reviendrai bientôt », promit-il en les serrant dans ses bras. « Et, avec un peu de chance, avec de bonnes nouvelles. Tiens, » dit Léa en lui tendant son dessin soigneusement plié. « N'oubliez pas de le donner au juge. Et ceci, » ajouta Manon en tendant l'enveloppe avec sa lettre. Alexandre prit les 2 trésors avec révérence. « Je les garderai précieusement, » promit-il. Au tribunal, la tension était palpable. Hélène Bernard, la travailleuse sociale qui avait effectué les visites de suivi, était déjà présente, tout comme la psychologue des fillettes, qui témoignerait de leurs progrès émotionnels. « Respire », conseilla Thibaut, remarquant qu'Alexandre ajustait nerveusement sa cravate pour la 3e fois. « Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Maintenant, fais confiance au processus. » L'audience commença ponctuellement. Le juge Dubois, avec la même expression sérieuse, mais un regard bienveillant qu'Alexandre se rappelait, examina les rapports devant lui avant de parler. « Monsieur Moreau, cela fait 6 mois que je vous ai accordé la garde provisoire de Manon et Léa Dubois. Aujourd'hui, nous évaluerons si cette situation doit devenir permanente ou si nous devons envisager des alternatives. » Alexandre acquiesça, sa bouche soudainement sèche. « Les rapports de suivi sont généralement positifs, » continua le juge. « Madame Bernard souligne la stabilité du foyer, l'engagement évident envers le bien, être des fillettes et les ajustements significatifs que vous avez apportés à votre vie professionnelle pour être plus présent. » Une étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Alexandre. Cependant, le juge fit une pause qui sembla éternelle. Il y a aussi des mentions de certains incidents. Un épisode d'anxiété sévère chez Manon, lorsque vous avez dû voyager pour affaires. La récente altercation à l'école, des régressions comportementales chez Léa. L'espoir commença à vaciller. « Votre honneur » intervint Thibaut avec professionnalisme. La docteure Leblanc est présente pour contextualiser ces incidents dans le processus normal d'adaptation et de guérison du traumatisme. Le juge acquiesça, permettant à la psychologue de prendre la parole. Pendant les 20 minutes suivantes, la professionnelle expliqua clairement comment les comportements mentionnés étaient des réponses attendues au traumatisme antérieur et comment, loin d'être des signaux d'alarme, ils démontraient que les fillettes se sentaient suffisamment en sécurité pour traiter leurs émotions. À mon avis professionnel, conclut la docteure, séparer les fillettes de M. Moreau à ce stade serait extrêmement préjudiciable à leur développement émotionnel. Elles ont formé un lien sain et progressent constamment. Le juge remercia son témoignage, puis s'adressa à Hélène Bernard, qui réaffirma sa recommandation d'accorder la garde permanente, soulignant la transformation positive qu'elle avait observée chez les fillettes tout au long des 6 mois. Finalement, ce fut le tour d'Alexandre de parler. Il se leva, sentant le poids du moment. « Votre honneur » commença-t-il. « Il y a 6 mois, je me suis présenté ici comme un homme qui avait pris une décision impulsive, mais sincère. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme un père qui ne peut imaginer sa vie sans ses filles. » Le mot « fille » sortit naturellement, sans planification préalable, mais reflétant exactement ce qu'il ressentait. Je ne prétendrai pas que ces mois ont été parfaits. Nous avons affronté des défis, nous avons commis des erreurs, nous avons eu des jours difficiles, mais nous avons aussi construit des routines, créé des souvenirs, formé une famille. Manon et Léa m'ont appris plus sur l'amour, la patience et la résilience que je n'aurais jamais cru possible d'apprendre. Alexandre fit une pause,
se souvenant soudain des trésors qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste. Les fillettes ont voulu être présentes aujourd'hui d'une certaine manière, continua-t-il, sortant soigneusement le dessin de Léa et la lettre de Manon. Léa a dessiné ceci pour vous montrer comment elle voit notre famille. Et Manon a écrit une lettre que, je dois l'avouer, je n'ai pas lue car je respecte sa vie privée. Il remit les deux au greffier du tribunal, qui les passa au juge. Le juge Dubois examina le dessin avec un léger sourire. Puis il ouvrit la lettre de Manon et la lut en silence. Son expression changea subtilement pendant sa lecture, un éclair d'émotion traversant brièvement ses yeux expérimentés. « Merci d'avoir partagé cela », dit-il finalement en pliant soigneusement la lettre. « Je crois qu'il est temps de parler aux fillettes. Elles sont présentes dans le bâtiment. Mon assistant les fera venir immédiatement, » répondit Alexandre, faisant signe à Thibault d'appeler Émilie. Pendant qu'ils attendaient, le juge se retira brièvement dans son bureau, emportant le dessin et la lettre. Alexandre se tourna vers Thibault, anxieux. « Comment le vois-tu »« Positif », répondit son ami avec un optimisme prudent. « La psychologue a été très convaincante, et la travailleuse sociale est clairement de ton côté. » De plus, le juge a semblé ému par les gestes des fillettes. Quand Manon et Léa arrivèrent, Alexandre remarqua qu'elles portaient toutes deux les tenues qu'elles avaient soigneusement choisies la veille. Léa avec une robe jaune qui la faisait ressembler à un petit rayon de soleil, Manon avec un pantalon bleu et une blouse blanche qui lui donnait un air de sérieux. Les fillettes furent conduites au bureau du juge pour une conversation privée tandis qu'Alexandre attendait dans la salle, sentant que chaque minute s'étirait éternellement. Finalement, après ce qui sembla une éternité, tous furent rappelés dans la salle. Le juge Dubois était de retour à sa place avec Manon et Léa, assises maintenant aux côtés d'Alexandre. Après avoir examiné attentivement les rapports, écouté les témoignages professionnels et conversé avec les fillettes, commença le juge avec formalité. « Je suis parvenu à une décision. » Alexandre prit instinctivement les mains de Manon et Léa, qui s'étaient juchées sur ses genoux. Il est évident pour ce tribunal qu'au cours des 6 derniers mois, un lien familial authentique s'est formé entre M. Moreau et les mineurs Manon et Léa Dubois. Les fillettes ont trouvé stabilité, sécurité et amour, des éléments essentiels à leur développement sain. Le juge fit une pause, regardant directement Alexandre. Il est également évident que M. Moreau a démontré un engagement extraordinaire, adaptant sa vie professionnelle et personnelle pour devenir le père dont ses fillettes ont besoin. Une autre pause. Alexandre respirait à peine. Par conséquent, il est la décision de ce tribunal d'accorder à M. Alexandre Moreau la garde permanente de Manon et Léa Dubois, avec la recommandation qu'il procède à l'adoption légale pleine lorsqu'il le jugera opportune. Les mots mirent un moment à s'enregistrer complètement dans l'esprit d'Alexandre. Quand ce fut le cas, il sentit une vague d'émotions si intense que les larmes jaillirent sans qu'il pût les retenir. « Cela signifie que nous pouvons rester avec vous pour toujours ?» demanda Léa en le regardant avec des yeux brillants. « Oui, ma petite », réussit à répondre Alexandre, la serrant fort. « Pour toujours. » Manon, toujours plus contenue, avait aussi des larmes aux yeux. « On est une famille officielle maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Nous le sommes », confirma Alexandre en étendant un bras pour l'inclure dans l'étreinte. « Nous le sommes depuis longtemps, mais maintenant tout le monde le reconnaît. » Le juge Dubois, observant la scène avec une émotion évidente, malgré son professionnalisme, ajouta « Manon, ta lettre a été très convaincante. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi sincère et profond écrit par quelqu'un de ton âge. » Manon rougit légèrement, mais se redressa aussi avec fierté. « J'ai juste écrit la vérité. Et c'est précisément la raison pour laquelle elle était si puissante, » répondit le juge avec un sourire sincère. Cette nuit-là, après une célébration qui incluait de la glace pour le dîner, une exception spéciale que Léa avait demandée et qu'Alexandre n'avait pu lui refuser, les fillettes se préparaient enfin à dormir, épuisées par les émotions de la journée. En les bordant, Alexandre remarqua que Manon semblait pensive. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À ce que le juge a dit sur l'adoption » répondit la fillette. « Qu'est-ce que ça signifie exactement ?»« Cela signifie que si vous êtes d'accord, nous pourrions entamer le processus légal pour que vous portiez officiellement mon nom de famille, » expliqua Alexandre. « Vous seriez légalement mes filles, pas seulement sous ma garde. On serait Manon et Léa Moreau ?» demanda la fillette en essayant de voir comment cela sonnait. « Vous pourriez être Manon Dubois-Moreau et Léa Dubois-Moreau, » suggéra Alexandre pour conserver aussi le nom de leur mère, « mais c'est quelque chose que nous pourrons décider plus tard, sans hâte. » Manon acquiesça, traitant l'information. « J'aime bien comment ça sonne, » admit-elle finalement. « Manon Dubois-Moreau. Moi aussi, j'aime bien, » confessa Alexandre avec un sourire. « Papa » dit Manon juste au moment où Alexandre s'apprêtait à éteindre la lumière. « Puis-je vous demander quelque chose d'autre ?» Le cœur d'Alexandre sautait toujours chaque fois que Manon l'appelait papa. Un titre qu'elle utilisait désormais avec une fréquence croissante,
mais qui ne perdait jamais son pouvoir émotionnel. « Bien sûr, tu peux me demander ce que tu veux. Que disait ma lettre, celle que j'ai donnée au juge? Je ne vous ai jamais dit ce que j'ai écrit. » Alexandre sourit. « Non, tu ne l'as pas fait, et je respecte le fait que ce soit quelque chose de privé entre toi et le juge. » Manon sembla y réfléchir un instant. « Je vous le dirai si vous voulez savoir, seulement si tu veux le partager, » répondit Alexandre, ému par l'offre. La fillette se redressa légèrement dans le lit, comme pour se préparer à quelque chose d'important. « Je lui ai écrit qu'avant de vous connaître, je pensais que les adultes mentaient toujours et abandonnaient les enfants quand les choses devenaient difficiles, mais que vous étiez différents parce que vous teniez vos promesses, même les petites, comme lire une histoire avant de dormir ou être à ma présentation scolaire. » Alexandre sentit un nœud dans la gorge tandis que Manon continuait. « Je lui ai raconté qu'une fois, quand Léa a mouillé son lit et qu'elle avait très honte, vous avez changé les draps au milieu de la nuit et lui avez dit que ce n'était rien, que nous avons tous des accidents, et que quand j'ai fait un très mauvais cauchemar et que j'ai crié si fort que les voisins se sont plaints, vous ne vous êtes pas fâché. Vous m'avez juste serré dans vos bras jusqu'à ce que je me calme. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Alexandre maintenant, mais il ne fit aucune tentative pour les cacher. « Je lui ai dit que vous nous regardiez comme si nous étions spéciales, pas comme si nous étions un fardeau, et que pour la première fois depuis que maman est morte, je n'ai pas peur tout le temps parce que je sais que vous êtes là et que vous ne partirez pas. » Manon fit une pause, regardant Alexandre avec des yeux brillants d'émotion contenue. « Et je lui ai dit que si on nous séparait de vous, ce serait comme perdre maman à nouveau, et que je ne pensais pas que nous pourrions le supporter. » Incapable de contenir ses émotions, Alexandre se pencha pour serrer Manon dans ses bras, qui lui rendit l'étreinte avec la même intensité. « Merci d'avoir partagé cela avec moi, » réussit-il à dire finalement. « C'est le plus grand honneur de ma vie d'être ton père. Et le mien de vous avoir comme papa, » répondit Manon avec une simplicité qui contenait toute la vérité du monde. Cette nuit-là, bien après que les fillettes se furent endormies, Alexandre resta éveillé sur la terrasse de son appartement-terrasse, contemplant les lumières de Paris sous un ciel étoilé. Il pensa au tournant inattendu de la vie, à la façon dont une décision impulsive prise par une nuit pluvieuse avait complètement transformé son existence. Il se rappela l'homme qu'il avait été 6 mois auparavant, réussi mais vide, riche mais seul, et s'émerveilla de l'homme qu'il était maintenant, un père, avec toutes les joies, les peurs, les responsabilités et les récompenses que cela impliquait. L'avenir apporterait sans doute de nouveaux défis. Il faudrait naviguer l'adolescence de Manon, les questions inévitables sur leurs origines, les moments difficiles que toute famille affronte. Mais pour la première fois de sa vie, Alexandre ne craignait pas l'avenir. Il l'anticipait avec espoir, curiosité et une profonde gratitude, car il savait maintenant qu'il ne l'affronterait pas seul, il le ferait en tant que membre d'une famille. Une famille qui s'était formée de la manière la plus inattendue, mais qui était devenue la chose la plus réelle et la plus précieuse de sa vie. Manon et Léa Dubois-Moreau, ses filles, son cœur hors de son corps, sa plus grande réussite et sa plus grande responsabilité. Et tandis que la nuit avançait sur Paris, Alexandre Moreau, l'homme qui avait autrefois défini le succès en termes d'immeubles construits et de contrats signés, souriait devant sa nouvelle définition. Le son de 2 voix enfantines l'appelant « Papa » et la certitude absolue que quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble en tant que famille.